Chers auditeurs, nous sommes vendredi le 8 mai et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine, le Québec. Alors, nous vous invitons, chers auditrices, chers auditeurs, à nous contacter au 514-273-4302 ou bien nous écrire info à commercial-mage-québec.com. Nous sommes là pour vous servir. Si vous êtes victime ou témoin d'un abus de pouvoir ou d'une injustice et vous souhaitez la dénoncer publiquement, nous vous céderons la parole. Justement, nous céderons ce micro de cette antenne qui est réservée à cet effet. Alors, ne tardez pas à nous appeler. La dénonciation de l'abus de pouvoir et de l'injustice est le devoir de chaque citoyen envers cette société, une société qui est la nôtre. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, la vague de la violence policière qui secoue les États-Unis a fait une fois encore un mort il y a 3 semaines. Un jeune afro-américain de 25 ans a succombé à ses blessures après une intervention musclée de la police de la ville de Baltimore. Une nouvelle victime vient de s'ajouter à cette liste qui continue à faire honte à une politique apparemment complice de remettre volontairement l'impunité policière à plus tard. Remettre les bavures policières en bloc à plus tard est un remède gouvernemental malsain, connu et reconnu dans toutes les politiques actuelles. Alors l'État qui refuse de faire face aux bavures policières chaque fois qu'elle est butée devant un cadavre ou devant des blessures graves ne peut être que responsable, voire complice, et sa responsabilité ne peut être écartée sous aucun motif. L'impunité, chères auditrices, chers auditeurs, policière, l'impunité policière devient de plus en plus inquiétante au point où certaines personnes se demandent jusqu'à où s'arrêtera cet enjeu. Les bavures se multiplient et les craintes s'installent au sein de la population et tout le monde se sent impuissant de faire changer quoi que ce soit. Le Québec ne s'écarte pas de la règle. Alors la mort de ce jeune afro-américain nous interpelle tous parce qu'elle nous rappelle la mort d'un homme au Québec, M. Jean-Pierre Lizotte. Alors M. Jean-Pierre Lizotte qui est mort à peu près dans les mêmes circonstances, M. Lizotte n'a jamais pu se remettre sur pied après l'agression sauvage qu'il a subie de la part des policiers, l'agent Guy Ovanistante et Sylvain Fouquet. Je vous rappelle, chères auditrices, chers auditeurs, que M. Lizotte était conduit à l'hôpital après avoir eu plusieurs fractures au niveau du visage suite au coup qu'il avait reçu de la part de l'un de ces policiers. Mais une fois jeté dans la voiture de la police, les policiers n'ont pas attaché sa ceinture de sécurité. Résultat, alors regardez, l'Afro-Américain de Baltimore avait la colonne vertébrale sectionnée en deux, celle de M. Lizotte, la même chose. Tous les deux ont vécu quelques jours dans le coma. Puis ils ont succombé malheureusement à leurs blessures. Alors dans les deux cas, il s'agit purement d'un homicide et pour le peu involontaire. Alors à Montréal maintenant, les 2 policiers impliqués dans la mort de M. Lizotte étaient acquittés de toute accusation, même si la déontologie policière, ironiquement, avait imposé en février 2009 à ces 2 policiers une suspension de 25 jours. Le commissaire avait reproché à ces 2 policiers impliqués d'avoir démontré de la négligence et de l'insouciance à l'égard de la santé et de la sécurité de M. Lizotte. À l'inverse, les policiers impliqués dans la mort de ce jeune afro-américain de Baltimore sont présentement derrière les barreaux. Ils sont accusés d'homicide involontaire. L'un d'eux risque une lourde peine. Maintenant, est-ce que le vase est débordé au point que c'est devenu trop évident, même un peu risqué pour l'État, de rester les mains croisées? Pour la première fois, je dis bien pour la première fois, il y a un pas mis en avant contre l'impunité policière. Et ce pas ne vient pas de l'État ou d'une politique quelconque, mais plutôt d'un peuple qui a eu ras-le-bol de la politique de l'impunité policière. Il faut qu'à un certain moment donné, cette politique change. L'acte de la manifestation est souvent un réveil pour l'État, un balise de réflexion, un moment opportun de changer de voie. La politique de l'Autriche ne fonctionne plus. Elle fait plus de mal que de bien. Voulez-vous fermer la fenêtre? Alors ici au Québec, chers auditrices, chers auditeurs, la parole d'un policier, c'est la parole de Dieu le Père. Personne ne va croire la victime d'une brutalité policière, ni la cour, et encore moins les supérieurs du corps policier, sauf bien sûr, et si vous êtes chanceux d'avoir été filmé par un autre citoyen.
Alors je dis bien, lors de la manifestation de ce 1er mai, plusieurs actes de brutalité policière étaient enregistrés. Plusieurs personnes nous ont appelés, mais de crainte de représailles, ils refusent de témoigner. Parmi eux, des victimes qui sont poursuivies par des fausses accusations, comme voie de fait contre un agent de police, ou entrave à mon œil, et cette série de conneries utilisées et réutilisées pour décourager toute dénonciation. Est-ce que, je dis bien, est-ce une commande politique pour mettre fin graduellement au droit de manifester? Je vous laisse la réponse, chère auditrice, chers auditeurs, mais une chose est certaine, cette commande politique a de l'effet sur les jeunes qui ont trop peur de participer à d'éventuelles manifestations. L'État perd beaucoup, je dis bien perd beaucoup avec ce stratagème en enlevant aux citoyens le droit de manifester sur le début d'une fin qui s'annonce tristement par un esprit malsain. Étrangler la démocratie à petit feu et vous allez assister à la mort d'une société qui ne se relèvera plus jamais. Alors ça m'a dégoûté justement, chers auditrices, chers auditeurs, quand j'ai lu dans la presse de cette semaine, à la première page, un article écrit par celui qu'on nomme Defensor Nord, un article intitulé « Une fable sur l'impunité policière ». Alors un titre qui a mérité la première page parce qu'il y avait un citoyen qui a filmé un policier, les culottes baissées, mais les centaines de victimes qui communiquent avec la presse pour dénoncer la brutalité policière, pourquoi ne sont pas pris au sérieux? Aucun journaliste, je dis bien aucun journaliste, ne voulait répondre à leur demande. Pourquoi? Parce que leur parole ne vaut rien face à la parole d'une ordure de policier qui va mentir comme il respire. Je dis bien de façon or, mon œil, l'or, semble-t-il, veut se briller davantage sur le dos des victimes. J'ai appris par le nombre d'années au service des victimes de la brutalité policière et des injustices que les policiers sont des menteurs par excellence. Alors ne venez pas raconter le contraire, les policiers sont encouragés d'être menteurs, d'être abuseurs, d'être des fraudeurs, agresseurs, manipulateurs, et j'en passe. J'affirme en même temps qu'il y a un nombre restreint de policiers ici, à travers le Québec, qui sont honnêtes et qui font leur travail à la perfection. Je dis merci à ces policiers qui ont compris que l'abus de pouvoir n'est qu'une sorte d'ignorance, une sottise, une bêtise qui fait honte. La brutalité policière ne devra pas exister dans notre société, tout simplement. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, permettez-moi de fermer cette parenthèse, même si j'ai envie, comme plusieurs le souhaitent en ce moment, de continuer sur cette lancée, puisque l'injustice a pris le dessus de le bon sens de la justice. Nous vivons dans des sociétés de plus en plus ignorantes, où la plupart des citoyens ne prêtent pas attention à ce qui se passe autour d'eux. Ils pensent que les injustices qui détruisent les autres citoyens ne les concernent tout simplement pas, et combien ils en dorment. Chères auditrices, chers auditeurs, ce matin, nous allons rendre hommage à une personne qui vient juste de nous quitter pour de bon. Alors, c'est un homme que nous avons eu l'honneur d'inviter dans cette émission à 2 reprises, un homme un peu particulier, je dis bien un peu particulier, par le vécu et le combat de 41 ans qu'il a mené au cours de sa vie. Alors, cet homme qui vient de nous quitter dans un silence de plomb a vécu une vie de misère, remplie d'injustice, et ceci depuis sa naissance. Cet homme appartient à ce chiffre de 3000 enfants qui, dans les années 40 et les années 50, étaient enlevés de force à leur mère le jour même de leur naissance. Pourquoi, à votre avis, chères auditrices, chers auditeurs? Parce que l'Église les a déclarés tout simplement illégitimes d'avoir été venus au monde d'une relation hors mariage. Internés, ce n'était pas assez. Alors qu'est-ce que va faire l'État? L'État les déclare à son tour faussement, et je dis bien, les déclare faussement des déficients mentaux. Et les enfants, ça veut dire que c'est des enfants à rien faire. Et à partir de là, chers auditrices, chers auditeurs, la porte de l'enfer était grandement ouverte pour accueillir ces enfants qui n'ont commis aucun péché, sauf celui d'être nés dans une société de pourriture. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, l'homme à qui nous rendons hommage ce matin, il s'appelle M. Jean-Guy Labrosse. Alors, il appartient au nombre de ces orphelins. Il a vécu malheureusement cette descente à l'enfer, agressé sexuellement à répétition depuis son plus bas âge, jusqu'à peut-être même à l'adolescence. Il est esclave au propre terme. Il travaillait justement sur les fermes des airs de fous sans être aucunement rémunéré. Battu et traîné dans la misère de l'injustice de cette putain de vie, une fois adulte, il va tenter de revenir contre ses agresseurs. Un combat qui a duré, je dis bien qui a duré, 41 ans sans relâche. Mais avec un statut de débile mental, Jean-Guy Labrosse, comme le reste de la troupe, atteindre la justice était quasiment impossible pour lui. Il est mort, pourtant avec un goût
amère de l'injustice. Il est mort après avoir souhaité d'être reconnu comme une personne entière, ce qui n'a jamais été. Chers auditrices, chers auditeurs, l'Église a toujours refusé de lui apporter des excuses. Et le gouvernement du Québec avait trouvé, je dis bien, il a trouvé les moyens et les tournures pour mettre fin à ce dossier. D'une manière encore plus tragique, il a trouvé la force pour enterrer les aveux de ces enfants qui ont vieilli aujourd'hui. Ils se trouvent à quelques mètres de la fin de leur vie pour des crimes, j'ai dit aussi des crimes contre l'humanité et des atrocités historiques. Le gouvernement du Québec va offrir à ses victimes, imaginez-vous, 15 000 $. Pour une putain de vie depuis la naissance jusqu'à la mort, le gouvernement offre combien? 15 000 $. À chacun, à condition qu'il ferme la trappe pour de bon. Imaginez-vous, chers auditrices, chers auditeurs, 15 000 $. Et le décret ministériel insiste sur le fait, une fois vous acceptez ce montant, vous ne pouvez en aucune manière revenir sur cette histoire. Porte close. Comment un gouvernement a pu trahir ses propres enfants? Comment un gouvernement a pu blesser encore une fois des victimes trop vulnérables dans ce stade de fin de vie? Monsieur Jean-Guy Labrosse avait refusé de signer quoi que ce soit. Pour lui, c'était une insulte sans borne. Lui qui avait réclamé une pension de 2 500 $ mensuels, plus un rajustement de 10% par année jusqu'à ces derniers jours. Ici, chères auditrices, chers auditeurs, il y a une question de vouloir reprendre un peu de dignité. Savez-vous c'est quoi la dignité? Mais le pauvre justement, il est mort cette semaine en quête de cette putain de dignité qui lui a été enlevée sans droit aucun. Il m'avait dit à moi personnellement l'autre fois, le gouvernement scrute, je dis bien le mot scrute, la mort de chacun de nous. Une fois le dernier du troupeau tombe, une page sera définitivement tournée. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis, il s'agit d'un homme un peu particulier. Il a voulu défier ses agresseurs et de ce côté sombre de l'État. Voilà pourquoi il a quand même écrit, je dis bien, il a écrit 2 livres. Alors, il a écrit le premier livre qui est intitulé « Ma chienne de vie ». Et le second, il était intitulé « L'orphelin esclave ». Vous les trouvez, ces 2 ouvrages, dans les grandes bibliothèques. Les 2 titres résument assez bien l'histoire des orphelins de Duplessis. Cette période un peu, je dis bien, un peu trop dégueulasse même, que tous les gouvernements successifs du Québec tentent d'enterrer et ne plus entendre parler d'elle. Les gouvernements n'avaient jamais le temps de se mettre en face de cette tragédie humaine qui a secoué le Québec dans les années 40 et 50. Alors voilà, donc voir ces escapés des orphelins de l'État meurent dans la misère et l'indifférence sans aucun sentiment de culpabilité, ça nous choque, chères auditrices, chers auditeurs. Ça nous choque parce qu'on n'a pas pu être à leur place. J'ai appris, chères auditrices, chers auditeurs, que l'équipe de Radio-Canada, imaginez-vous, l'équipe de Radio-Canada était présente lors de l'enterrement. Si jamais, je dis bien, si jamais M. Jean-Guy Labrosse avait cette possibilité de se lever de sa tombe, il l'aura craché dans le visage de ces gens-là, de ces journalistes, lui qui avait passé toute sa vie à solliciter les médias pour l'inviter à discuter de cette page d'histoire, et aucun d'eux n'a voulu lui prêter le minimum d'attention. Mais une fois le feu de cet homme est refroidi, ces hyènes, je dis bien ces hyènes, ces chacals se sont précipités autour de son cadavre. Savez-vous pourquoi? En premier, l'homme ne pouvait rien ajouter, bien sûr, il est mort. Ne pourrait rien reprocher en second. Et en second, justement, ces chacals vont pouvoir dire que eux, je dis bien, ils vont pouvoir dire ce que eux veulent entendre dire. Vous voyez, chers auditrices, chers auditeurs, nous vivons dans des sociétés hautement hypocrites. La justice est réservée pour les puissants. Et madame et monsieur, tout le monde risque d'être victime d'une injustice à tout moment. Voilà, chers auditrices, chers auditeurs, une partie justement de la mémoire des orphelins de Duplessis vient de s'éteindre. Elle est enterrée cette semaine à Belleuil, en bordure de la rivière Richelieu. Alors, pour ces hommes courageux qui ont défié les injustices avec le peu de moyens, je dis avec le peu de moyens, sinon la parole, je lève mon chapeau, et en particulier ce matin, à M. Jean-Guy Labrosse. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer la rabie de pouvoir. Autour de moi, sur ce plateau, j'ai M. Sylvain Pagé, donc c'est
Sylvain Lepage. Alors, il est plus qu'un ami pour Jean-Guy Labrosse. Il a partagé avec lui des moments très difficiles. Il est venu nous rappeler qui était cet homme-là. J'ai également en face de moi M. Jean-Noël Mathieu, orphelin et ancien membre de MAGE. Il connaît très bien Jean-Guy Labrosse. Il a insisté d'être lui aussi pour rendre hommage justement à cet homme-là. J'ai également, je suis très honoré aussi d'avoir M. Lionel Lambert. Lui aussi, c'est un orphelin qui a subi d'atrocités dans ce clan des orphelins de Duplessis. Il est également, il a été un petit peu malade, très malade, mais il a quand même insisté de venir. Il est avec nous ce matin. Alors voilà, chères auditrices, chers auditeurs, je dis bien avec beaucoup d'émotion, je vous invite à rester à l'écoute. Cette semaine, la mort de Jean-Guy Labrosse, un orphelin de l'époque de Duplessis, vient de s'éteindre. Nous voulons lui rendre hommage. Et de ces orphelins, il ne reste pas beaucoup, hein, et l'État a hâte que le nombre se réduise à 0. Après notre thème musical, nous reviendrons avec les amis de Jean-Guy Labrosse. Rebonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Alors, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans la société. Alors, aujourd'hui, nous avons dit qu'on va consacrer, rendre hommage justement à Monsieur Jean-Guy Labrosse. Alors, il est né en 1939 et puis il vient de s'éteindre et il est mort cette semaine-là. Et Jean-Guy Labrosse, comme certains ne le connaissent pas, c'est un orphelin de Duplessis, celui justement qui a réveillé aussi la flamme. Le réveil des orphelins. Alors, je peut-être la première question à M. Lionel Lambert, parce que M. Lionel Lambert il a vécu aussi des atrocités aussi sans borne aussi. Bonjour M. Lionel, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et venir aujourd'hui sur ce plateau-là justement pour rendre hommage à M. Jean-Guy Labrosse. Pour vous, qu'est-ce que représente Jean-Guy Labrosse? Jean-Guy Labrosse, il mérite plus que rendre hommage. Pourquoi vous dites? Compatriotes. Il a tellement souffert, ce gars-là. Puis il a vu nous autres, les orphelins, les orphelines. Il les a vus massacrer, travailler, sans aucun sou, ni apprendre l'instruction. On nous faisait travailler tout le temps. Oui, parce qu'il m'a dit, lui, personnellement, qu'il avait... il parlait d'un livre, à l'esclave, l'esclave. Et ça, il fait référence à ma chaîne de vie. Ma chaîne de vie. Oui. Après ça, c'était... J'ai les livres. Depuis 83 que j'ai eu ces livres à Chantilly. Oui. 1983. Mais vous avez vécu, parce que lui, il a vécu, il s'était agressé, il a été abusé. Écoutez, là, on peut ajouter, on parle d'un crime contre l'humanité, là. Oui. Et vous avez partagé, vous avez vécu à peu près ce qu'il a vécu, lui. Hein. Oui. À la même chose. Tous les orphelins, ils passaient au cash. Ils nous prenaient pour les sœurs, là, c'est pas tes anges. Non. Il y en a qui sont corrects. Mais on a frappé les sucrés dans ça. À Salva, il y a ça, Charlotte Lefebvre. À Chambly, il était là, lui. C'est ça. Puis elle venait nous réveiller, puis elle venait nous pogner dans notre lit. Même dans le bain. Pour prendre mon bain. Elle est venue me pogner dans le bain. J'ai fait un saut. Je l'ai arrosé. Une fleur, il faut que ça soit arrosé. Puis elle a une mauvaise fleur, il n'a pas l'arroser, elle. Mais ça, M. Lionel Lambert, ça, ce qu'il nous disait Jean-Guy Labrosse quand il était là. Il disait que c'était à répétition, et puis il a vécu ça toute son enfance, là. Ça a été dur, là. Hein. Il a été marqué toute sa vie. C'est ça. Et puis, après les sœurs, après avoir été à Chambly, j'ai été au Buissonnet, jusqu'à aller de la place des Arts aujourd'hui. Ça, là, c'est agréable. Les rats, tous se promenaient là-dedans. Les couvertures coulaient. Il y a des enfants, des confrères, des familles pauvres, là. Leurs enfants mouraient. La couverture coulait la nuit. On ne l'arrangeait pas. J'étais obligé d'écrire au cardinal Léger pour faire sortir cette marde-là. Mais vous étiez...
si on parle un petit peu... Attends, peut-être je poserai la question à M. Lepage, c'est ça? Oui. M. Lepage, vous avez vécu avec... Avec Jean-Guy, oui. Je l'ai connu pendant 25 ans. Pendant longtemps, j'imagine? Plus de 25 ans. Une vingtaine d'années? Oui. 25 ans. Alors, vous êtes la personne aussi qui était le plus proche. Oui. Je sais que ça vous affecte beaucoup. Moi, j'ai perdu un très grand ami. Oui, c'est ça, sûr. J'ai même été chanceux de le côtoyer. Puis Vous voyez que vous étiez chanceux de le côtoyer, de le connaître. oui, vraiment. Alors, comment vous pouvez décrire cet homme-là C'est un homme qui n'aimait pas les manigances. Pour lui, il n'y avait pas de temps à perdre avec ça. Ouais. Il avait son caractère, hein? Il avait un caractère particulier. Il ne faisait pas tout attaque aux orphelins ou à ces choses-là, parce que là, il n'a pas de bonne humeur. Et puis, c'était un homme qui avait un grand cœur, puis il vivait ces moments de joie, de compagnie, de bonne compagnie en orphelin ou autre, comme si c'était les derniers instants. Tellement que putain qu'il y avait le rire, c'était pareil. Tellement ces gens-là ont souffert. Alors, tant qu'ils ont du plaisir, il n'y a rien d'autre que ça qui se passe. Ils le vivent à 100%. Devant vous, là, vous avez vu, je pense que vous étiez à côté quand il a rédigé ces livres-là, ces deux ouvrages. Non, j'ai connu lui, je l'ai connu en 89, Jean-Guy, en novembre. Ouais, mais les livres, c'était écrit avant? Oui, son autre livre, il était, je crois que c'était peut-être 83, lui, qui avait dit. L'Holocauste sous le régime de Duplessis. Ça, c'est le deuxième. C'est là que j'ai lu ce deuxième livre-là. Non, c'est le troisième. Parce que le deuxième, c'est ma chien de vie. Mon chien de vie. Un tome 2, hein? Ouais, non, on a deux, si on peut dire, le tome 2, en réalité, c'est Esclave de notre monde. Okay, ouais. Ça, c'est tant qu'il est sorti des institutions. C'est le sénateur Hébert qui l'a écrit. C'est le sénateur Hébert qui a écrit ça. Lui, il avait écrit son livre. Labrosse. Non. Selon à la suite de l'histoire. Il l'a écrit, ça dit ça. Il était ensemble. En tout cas, quand il a fait, tu parles de ma chaîne de vie, là, moi, là. C'est lui qui l'a écrit. Oui, c'est ça. C'est Jean-Guy qui l'a écrit. Jean-Guy qui l'a écrit. Puis lui, il l'a. Il l'a enlevé, mais il a laissé des. Oui, en tout cas. Je sais que le sénateur Hébert était dans ça. Ouais. Moi, je peux vous dire. Ça veut dire que c'est lui qui l'a fait publier. Moi, je vais vous dire une affaire. Journal Mathieu, oui. Moi, j'ai connu Jean-Guy. J'étais à l'orphelinat à la même place que lui. J'ai vécu les mêmes places que lui, les terres agricoles, les abus. Moi, la seule chose, j'ai pas eu d'abus sexuels, mais j'ai tous les abus qu'on peut imaginer, de l'esclavage, tout, pas d'école, pas rien. Et puis, une bonne journée, un ami qui m'a dit, il y a un livre qui est sorti, parce que personne parlait des orphelins du Duplessis, personne, ça se parlait pas. Jusqu'à un moment donné, j'ai aperçu ce livre-là à la bibliothèque du Collège militaire royal de Saint-Jean, donc où je travaillais. Et là, vous voyez la photo de... Et puis là, c'est un ami qui dit, tu connais tout ça, ce gars-là? Il dit, viens de la crèche Jouville. Là, je regarde Jean-Guy Labrosse. Ça me disait rien. Mais quand j'étais enfant. Et puis là, quand j'ai commencé à lire ce livre-là, je me reconnaissais dans ce livre-là. Votre vie, là. Mais j'ai dit, bon Dieu, patin, je me pensais tout seul. Mais c'est donc pas vrai, là. Et là, j'ai tout fait pour retrouver Jean-Guy. Je l'ai retrouvé. J'ai fait des démarches pour le retrouver. Et à partir de là... Vous l'avez rencontré? Ben oui, c'était un jeune gentleman. Il m'a dit, il dit... et c'est là qu'il a dit qu'il voulait essayer de regrouper les orphelins, les mettre à la map. On n'était pas là, nous autres, 16 ans. Et c'est lui qui a parti ça. Il a parti ça faisait dans les années 60. 64. 64, 5, quelque chose. 64. 64. Et puis il a parti ça. Et puis ça a grossi, là. Ça a grossi. Jusqu'à un moment donné, un nommé M. Bertrand, F. Bertrand, il a décidé d'essayer, par les journaux, d'être capable de regrouper ces orphelins-là pour avoir un aperçu de toute la vie de ces enfants-là. Oui. Et ça, c'est grâce justement à Jean-Guy Labrosse. Et puis ça, moi, je vais dire une affaire. J'ai travaillé avec Jean-Guy. Parce que j'étais un combatif, là, moi. Quand j'ai vu Jean-Guy, là, j'ai dit, voilà, t'es un gars qui est capable de te suivre. Et puis, je l'ai aimé parce qu'il était franc, honnête,
puis il n'y avait aucune hypocrisie. Puis tu pouvais y faire confiance, il n'y avait pas de danger. La seule chose qui me fait de la peine, c'est quand j'ai reçu un téléphone cette semaine, la semaine passée, qui était mort, qui était décédé. Et puis, j'ai été arrivé au salon, j'ai vu la tombe. C'était toute une tombe. C'était quelque chose de bien. J'ai dit, enfin, il y a quelqu'un qui l'a reconnu, tu sais. Il a été traité aux petits oignons. Cette valeur, ça s'est fait quand il est décédé. Mais puis c'est son ami qui l'a traité aux petits oignons. C'est ce monsieur... Monsieur Lepage. Monsieur Lepage, oui. Et puis, je regardais ça, puis je me disais à moi-même, tu le mérites, Jean-Guy. Mais qu'est-ce qui me fait le plus de peine? C'est le gouvernement. Comme vous avez dit dans votre introduction, oui. Oui, vous avez dit que le fameux 15 000, je me suis battu avec Jean-Guy, on s'est battu avec ça. Vous n'avez aucune idée. On a été flochés. Tous les orphelins agricoles. Tous les orphelins agricoles. Il y avait deux groupes d'orphelins. Les orphelins agricoles et les orphelins internés. Ouais.